Mesdames et messieurs, bonsoir. La forêt ivoirienne est menacée, les statistiques sont alarmantes. 16 millions d'hectares en 1900, 3,4 millions d'hectares en 2018. La verdure en Côte d'Ivoire aura disparu en moyenne de 60 000 hectares par an. Une menace qui pèse par voie de conséquence sur les ressources fauniques. Comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes de la déforestation? Comment sauver ces ressources naturelles qui caractérisent la Côte d'Ivoire? Des préoccupations résumées dans le thème de ce RTI1 reçoit gestion durable des ressources naturelles du ministère des Eaux et Forêts, défis et perspectives. Alain Richard Domvaï, ministre des Eaux et Forêts, est justement sur ce plateau pour ce parcours dans les forêts et sur les eaux ivoiriennes. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Sur le plateau également, mais pour les questions, Félix Boni, il est rédacteur en chef du journal en ligne L'Infodrome du groupe Olympe. Bonsoir Félix. Bonsoir. Chers téléspectateurs, vos préoccupations seront les bienvenues au 22 40 12 58, où Régis Kofi aura le plaisir à les recenser. Je voudrais, monsieur le ministre, qu'on débute cette émission par cet exercice de terminologie, forêt classée, réserve, parc. Quelle est la différence? Eh bien, vous faites bien de commencer par ce thème-là, parce qu'il y a effectivement beaucoup d'appellations et on a tendance à se perdre un peu dans tout cela. Tout ceci participe à la forêt. D'accord. Les forêts classées sont des forêts qui sont sur le domaine de l'État, donc qui sont sur des aires qui appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire. Et elles sont classées, elles ont été classées depuis très longtemps, elles sont classées pour permettre une activité réglementée au sein de ces forêts. Les parcs et réserves sont des aires protégées, entièrement protégées, où il n'y a aucune activité, je dirais, commerciale qui s'y fait, pour pouvoir préserver la biodiversité et puis la population faunique de ces endroits. Donc voilà un peu la différence entre les parcs, les réserves et les forêts classées. Il y a également les forêts dans le domaine rural, qui sont des forêts aussi à préserver, mais qui se trouvent sur des aires où est pratiquée l'agriculture également. La Côte d'Ivoire, dont la moitié du territoire était couverte donc, de forêts, n'a aujourd'hui que 11% de son espace qui est couvert par la forêt, avec un rythme de destruction effrayant de 60 000 hectares par an. Il n'est certainement pas exagéré de dire que la forêt ivoirienne est en danger. Oui, la forêt ivoirienne est vraiment en danger. Vous avez dit 60 000 hectares, je dirais c'est un peu plus que cela, sinon beaucoup plus que cela. Par an? Par an, c'est entre 150 000 et 200 000 hectares qui disparaissent aujourd'hui. Donc, ceci pour interpeller tout un chacun, interpeller nos populations, nos pouvoirs publics sommes déjà interpellés. Nous avons pour mission d'inverser la tendance et c'est ce que nous avons à cœur, bien sûr, de faire avec cette nouvelle politique de préservation, d'extension des forêts qui a été donc validée par le gouvernement et qui va nous permettre donc de rectifier cette tendance. La forêt ivoirienne est en danger, oui, nous en sommes tout à fait conscients et nous espérons qu'au cours de cette émission, nous allons pouvoir faire comprendre à tous nos concitoyens que nous sommes tous des acteurs de la préservation de ce patrimoine que nous avons et que nous devons laisser aux générations futures. Première pause de cette émission, la Côte d'Ivoire regorge d'espèces forestières et fauniques diverses. Ce n'est pas tout, le potentiel en eau est également important. Toutefois, il faut noter que ces ressources souffrent d'une gestion rationnelle. Toute chose qui préoccupe le ministère des Eaux et Forêts. Constat avec Flora Balogueil et Christ Diomandé. La Côte d'Ivoire s'emploie depuis quelques années à faire face à l'épineuse question de la gestion durable de ses ressources forestières, fauniques et cynégétiques, non sans s'appesantir sur la gestion des eaux. Comme chantier novateur figure en bonne place l'exécution d'une politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, car on ne peut malheureusement pas occulter l'inefficacité des différentes campagnes de reboisement engagées depuis plus de 50 ans.
Pour preuve, de 16 millions d'hectares en 1900, le couvert forestier est estimé aujourd'hui à environ 3,4 millions d'hectares, avec une moyenne de destruction de 60 000 hectares par an, selon l'audit des reboisements 2018. Seuls 500 000 hectares de forêt ont été reboisés en 50 ans, ce qui représente une couverture forestière en deçà du taux minimal de 20% nécessaire à la Côte d'Ivoire pour être un pays écologiquement viable. D'où l'urgence pour le ministère des Eaux et Forêts d'engager une politique forte de reboisement de 2,8 millions d'hectares à recouvrer d'ici 2045 grâce à la production de 170 à 200 000 plants par an et la sécurisation de 26 forêts classées d'une superficie de 945 000 hectares. Toute action qui nécessite aujourd'hui l'implication des populations et l'adhésion du secteur privé, notamment dans la mise en place d'une agroforesterie. Pour ce qui est de la gestion durable des ressources fauniques et cynégétiques, entendez ressources qui concernent souvent le grand gibier, le petit gibier et le gibier d'eau, le tableau est plus fourni. En témoigne la diversité des espèces. 244 espèces de mammifères, 723 espèces d'oiseaux, dont 134 espèces migratrices, 187 espèces de reptiles, comprenant les reptiles et les amphibiens. Cependant, force est de constater que les ressources fauniques ont beaucoup régressé ces dernières années du fait du braconnage et de la perte de leur habitat, avec comme conséquence les conflits homme-faune. Sur 1154 espèces de faune recensées, 208 sont menacées d'extinction. La chasse est fermée en Côte d'Ivoire depuis 1914. Il s'agit aussi de la chasse traditionnelle. Mais la chasse traditionnelle devait respecter les périodes d'ouverture et de fermeture des autres formes de chasse comme la chasse sportive. Nous sensibilisons les populations à cela et justement nous travaillons pour préparer la réouverture de la chasse, sachant que les populations ivoiriennes sont très habituées à la consommation de viande de brousse et qu'il est difficile de leur faire arrêter cela. Le ministère des Eaux et Forêts a commandité de 2015 à 2018 un ensemble d'études visant la réouverture de la chasse et les rapports des études sont disponibles, ce qui nous permet de pouvoir envisager la réouverture de la chasse. Des zones pilotes de chasse ont été identifiées et les modalités d'exercice de ces types de chasse avec les villageois ont été proposées et nous comptons pouvoir rouvrir la chasse lorsque la nouvelle loi sur la faune sera adoptée par l'Assemblée nationale. L'eau, troisième pilier des attributions du ministère après la forêt et la faune, est peu connue des populations. Pourtant, qu'il s'agisse de l'eau atmosphérique, de l'eau de surface ou encore de l'eau souterraine, l'impact social de ces eaux est bien réel. Par ailleurs, l'on peut affirmer qu'avec 2000 mètres cubes d'eau de pluie par an, la Côte d'Ivoire a de l'eau en abondance, mais la façon d'utiliser les ressources en eau reste un challenge. Comment gérer l'eau de façon responsable et en laisser en qualité et en quantité suffisante aux générations futures? Comme solution à cette équation, le ministère des Eaux et Forêts s'attelle à créer les conditions d'une gestion durable de la ressource eau. Pour ce faire, l'État est passé d'une gestion sectorielle fortement centralisée et conflictuelle focalisée sur l'eau à une gestion véritablement intégrée des ressources en eau qui se veut transsectorielle et par bassin versant, conduite de façon participative mais surtout guidée par la demande. Au total, des plans d'action qui devront se muer en actions concrètes sont proposés pour sécuriser les ressources forestières, fauniques et les ressources en eau. Ce sont entre autres la mise en place urgente d'actions concrètes de soutien d'envergure nationale, de cadres juridiques et réglementaires clairs, sans omettre les moyens humains et matériels à renforcer. Voilà, monsieur le ministre, après ce tableau, on peut dire qu'à 62%, l'agriculture extensive apparaît comme le premier facteur de déforestation, suivi de l'exploitation illégale de bois d'œuvre. La Côte d'Ivoire est un pays à économie agricole. Comment on n'a pas pu voir venir le mal de loin, monsieur le ministre? Je dirais qu'il ne faudrait pas revenir sur ce qu'on n'a pas fait, mais plutôt essayer de faire ce qu'il faut faire maintenant. L'agriculture extensive a détruit, oui, une grande partie de notre forêt. Vous savez que la Côte d'Ivoire a basé son développement sur l'agriculture. Cette agriculture fait vivre un certain nombre de planteurs, donc une très grande frange de cette population. Il faut qu'elle puisse continuer à exercer sans détruire la forêt.
Alors, nous avons, avec la nouvelle politique donc, forestière que nous avons introduite et qui est la vision du chef de l'État aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que cette agriculture puisse se dérouler sans détruire la forêt. Le cacao est en grande partie responsable de cette destruction, la production du cacao. Dans quelle proportion? En grande partie, je dirais que bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 30% de la production cacaoyère de Côte d'Ivoire provient de forêts classées. C'est important. Et si l'on devait interdire cette production aujourd'hui, vous en mesurez donc les conséquences aussi bien pour nos populations, les producteurs, mais aussi pour l'industrie du cacao. C'est pour cela que nous avons proposé dans notre nouvelle politique de promouvoir l'agroforesterie, d'une part, éviter donc l'agriculture extensive pour qu'on passe à un cas d'agriculture intensive, donc qui va utiliser moins de surface plantée, mais avec une production plus élevée. Donc c'est quelque chose auquel nous tenons bien sûr, parce que cela va nous permettre de libérer les sols qui ont été donc colonisés illégalement, libérer nos forêts pour qu'elles puissent être replantées, tout en préservant le revenu des planteurs, en les relocalisant et en les amenant à produire de façon, je dirais, responsable et durable du cacao et d'autres productions, bien sûr. Donc, c'est une véritable révolution que nous voulons mettre en place pour préserver notre forêt, pour reconquérir donc, ce couvert forestier en franche collaboration avec nos collègues de l'agriculture et des autres ministères qui sont impliqués dans la production agricole. Et nous pensons pouvoir le faire avec, justement, en mettant en œuvre cette nouvelle politique forestière. D'accord, nous allons rester toujours dans la forêt avec Félix Abouni. Monsieur le ministre, à vous écouter, c'est comme si on voudrait sauver une situation, plusieurs situations à la fois, notamment sauver la forêt, sauver l'agriculture cacaoyère, sauver également les intérêts du planteur. Est-ce que tout ça, ce n'est pas une équation assez difficile? Est-ce qu'il ne faut pas faire un choix pour éventuellement l'assumer par rapport à l'avenir? Non, je ne pense pas que ce soit quelque chose de... C'est quelque chose de difficile, oui, mais de tout à fait compatible. Il n'est pas impossible de faire une agriculture productive, une agriculture donc intensive qui utilise moins de terre. Ce n'est pas compliqué de transformer le paysan en agriculteur moderne. Et je pense que c'est ce qui peut nous permettre de sauver les intérêts des uns et des autres et d'avoir des partenariats qui se nouent de façon raisonnée. Notre politique de préservation des forêts et surtout de reconquête de ce couvert forestier va nous amener donc à engager des partenariats avec l'industrie du cacao. Nous avons, il y a un an maintenant, signé un accord donc, avec l'industrie mondiale du cacao pour faire en sorte que le cacao ne soit plus destructeur de la forêt. Donc, c'est une initiative publique-privée qui va permettre à différents acteurs, donc du public, du secteur public, les acteurs du secteur privé, donc l'industrie chocolatière, et aussi les planteurs, les paysans, pour les amener à de nouveaux comportements au niveau culturel, à avoir de nouveaux concepts, je dirais, de culture, mais surtout permettre à tous ces acteurs de continuer à participer à la vie économique de ce pays, participer donc aux revenus donc, de nos populations et permettre à toutes ces activités-là d'être durables. Donc, permettre à la forêt d'exister, permettre à l'agriculture d'exister, permettre à l'industrie aussi du cacao d'exister. Monsieur le ministre, je suis très heureux de parler avec vous en tant que président du conseil régional de la Nawa, donc au fils de la forêt, de Soubré, bien entendu. Aujourd'hui, parcourir la Côte d'Ivoire forestière fait un peu pitié pour l'Ivoirien qui connaissait cette Côte d'Ivoire hier. C'est-à-dire c'est vraiment la nature très clairsemée qu'on découvre, notamment dans ces régions cacaoyères. Tout à l'heure, le bilan a été fait et on a suivi qu'on est passé de 16 millions d'hectares de forêt à moins de 4 millions aujourd'hui. On sait bien que la forêt, la destruction de la forêt ne va sans la démographie. Il y a plus de 50 ans, on était à moins de 3 millions d'habitants. Nous sommes à 24 millions d'habitants maintenant en Côte d'Ivoire.
Vous pensez que cette politique que vous envisagez peut effectivement freiner la destruction de la forêt? Oui, je pense qu'elle peut le faire. La Côte d'Ivoire est un pays qui a des ressources énormes et si vous parcourez, comme vous le dites, notre pays, et je le fais très souvent, vous apercevrez que, je dirais, à peu près 60% du territoire est encore vierge. Il n'y a pas de forêt, bien sûr, mais il y a beaucoup de superficies qui ne sont pas cultivées, beaucoup de bas-fonds encore, beaucoup de jachères. Et je pense que nous avons la capacité non seulement de continuer à produire autant, sinon plus, pour satisfaire la croissance démographique, mais que nous avons la capacité de reconquérir également la forêt. C'est une question de volonté, une question de sensibilisation, une question de conscientisation de nos populations. Et je pense que nous sommes sur le bon chemin. Cette politique-là a été bien pensée. Si nous y mettons toute notre volonté, mais aussi nos capacités pour la mettre en œuvre, avec l'aide de tous, je pense que nous y arriverons. Monsieur le ministre, je suis un peu intrigué par la réponse parce que les bas-fonds, ça ne sert pas à produire du cacao, de l'EVA, du palmier à huile. C'est culture pérenne qui, quand même, occupe une place très importante dans la destruction du cacao. On sait combien les populations migrent vers la zone forestière, des populations de la sous-région et même de différentes régions de la Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'avec la recherche du gain par cette masse de population qui migre vers ces régions, vous pensez que les bas-fonds dont vous venez de parler puissent être vraiment la solution? Oui, je pense que les bas-fonds peuvent être la solution pour une partie du problème. Si vous êtes agriculteur, ne pensez pas qu'il n'y a que les cultures pérennes qui peuvent vous permettre d'avoir un revenu. Et justement, il faut faire la promotion non seulement des autres cultures qui permettent d'avoir des revenus, mais aussi faire en sorte que la chaîne de valeur soit entièrement utilisée au niveau même de la culture du cacao. Aujourd'hui, dans la culture du cacao, on produit à des rendements très faibles, donc on utilise beaucoup de terre avec des rendements très faibles, et on ne vend que, le planteur ne vend que la fève de cacao. Mais vous savez très bien qu'il n'y a pas que la fève de cacao qui peut rapporter de l'argent au planteur. Il y a aussi ce qu'on peut faire avec la cabosse de cacao, on peut en faire de la farine. Ce qu'on peut faire avec la pulpe de cacao, on peut en faire du jus. Ce qu'on peut faire au niveau des engrais organiques avec le cacao. Donc, il y a tout cela à rechercher pour permettre aux planteurs de gagner plus d'argent, d'avoir un revenu plus élevé avec les mêmes superficies plantées, mais en essayant de les exploiter un peu mieux. Ensuite, nous parlons des bas-fonds. Dans les bas-fonds, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire des cultures, des végétaux, des légumes. Vous pouvez faire du riz. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans les bas-fonds. Ce que nous avons l'intention de faire, et vous parliez tout à l'heure du conseil régional de la Nawa, nous, dans la Nawa, ce que nous allons faire, c'est faire en sorte que nous puissions nous tourner vers l'agroalimentaire. Donc les bas-fonds peuvent nous permettre aux planteurs de faire non seulement les cultures pérennes, d'une part dans les forêts, ou bien dans les espaces forestiers, mais qui soient réglementés. Parce que l'agroforesterie, c'est faire de l'agriculture et de la forêt en même temps. Donc, c'est possible. Mais aussi avoir des revenus tirés des autres espaces que nous avons. Donc, non seulement les bas-fonds, mais aussi toutes les jachères que nous avons. Donc, je pense que c'est tout à fait possible. Et avec une politique concertée entre les différents acteurs étatiques, nous pouvons y réussir. Justement, à propos de politique concertée, j'allais dire, comment est-ce que vous conjuguez vos efforts, vous, le ministre des Eaux et Forêts, et le ministre de l'Agriculture, pour éventuellement régler cette question d'agroforesterie? Quelqu'un sur ce plateau, il y a quelques années, parlait du manioc qu'on aurait pu développer en Côte d'Ivoire pour éventuellement donner du revenu aux Ivoiriens. Est-ce qu'il n'y a pas une véritable politique de réorientation de l'agriculture en Côte d'Ivoire de sorte à préserver les intérêts des planteurs du monde rural sans forcément focaliser tous les intérêts sur le palmier à huile, les cultures pérennes comme le palmier à huile, l'EVA et le cacao qui détruisent la forêt? Je ne voudrais pas parler ici sur ce plateau à la place du ministre de l'Agriculture. C'est son domaine et c'est sa charge, je dirais. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous travaillons de concert avec le ministère de l'Agriculture en ce qui concerne l'initiative Cacao Forêt. Nous travaillons, nous avons un comité de pilotage auquel donc, le ministre de l'Agriculture participe. Donc nous travaillons ensemble sur ce sujet. Et la question du cacao et de la forêt
cette question-là est réglée de façon tout à fait concertée. D'ailleurs, au niveau du Conseil Café-Cacao, le Conseil Café-Cacao a une responsabilité dans cette initiative-là, en ce qui concerne la traçabilité. Et je dois dire que nous travaillons en franche collaboration et pour l'intérêt surtout de l'économie de notre pays. Vous parlez beaucoup du cacao, mais quand on parcourt l'Ouest, notamment la zone de Soubré, San Pedro, on ne voit plus de pieds de cacao, c'est plutôt l'EVA. Et l'EVA, on sait combien il est plus destructeur de la forêt que le cacao. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'EVA participe également à la séquestration du carbone. Donc, bien sûr, dans une plantation d'EVA, on ne parlera pas de biodiversité, mais en ce qui concerne la fonction de séquestration du carbone, l'EVA y participe également. L'agroforesterie nous permettra de faire des cultures pérennes telles que l'EVA ou le cacao ou d'autres cultures pérennes en mixité avec des cultures forestières. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que le planteur sache que la forêt peut rapporter tout autant que les cultures pérennes. Et donc la foresterie doit être mise en avant pour que l'agroforesterie soit non seulement bien comprise par nos populations, et surtout que les agriculteurs deviennent des agriculteurs modernes. S'ils veulent gagner de l'argent, avoir un revenu, tirer un revenu de leurs activités agricoles, il faut qu'ils se mettent, je dirais, à faire de l'agriculture de façon tout à fait, non seulement raisonnée, mais avec les nouvelles techniques qui existent aujourd'hui. On peut tout à fait faire de l'EVA et planter des arbres forestiers sur la même terre. Au contraire, vous pourrez même avoir un rendement plus élevé avec des arbres forestiers sur votre parcelle que sans arbres forestiers sur votre parcelle. Monsieur le ministre, vous êtes projeté un peu sur ce que vous allez faire. Je voudrais vous ramener à des peut-être problèmes conjoncturels. Vous avez parlé du 30% quand même de la production cacaoyère qui proviendrait des forêts classées. Cela est très important. Justement, l'occupation de cette forêt classée-là, comment est-ce que vous pensez résoudre le problème de l'occupation illégale de ces forêts classées? Alors, ce que nous avons constaté en ce qui concerne l'occupation de ces forêts classées, c'est que cette occupation est disparate. Elle n'est pas efficiente. J'ai parlé d'agroforesterie et surtout d'agriculture intensive. Sur une parcelle, vous prenez la forêt de Gwendébé, que je prendrai comme exemple. La forêt de Gwendébé, qui est une forêt de 134 000 hectares. On a vu le Mont Péco aussi. Voilà. Donc la forêt de Gwendébé est partiellement détruite. Détruite par quoi? Détruite par des plantations. Alors, nous avons essayé de faire une cartographie, d'abord, de l'occupation des sols, un dénombrement des occupants. Et la politique que nous voulons mettre en œuvre et que nous allons mettre en œuvre, c'est de faire en sorte qu'une partie de ces forêts classées soit occupée pour de l'agroforesterie permanente, donc par des populations qui occuperont ces parcelles-là, environ 20% de la superficie totale, pour leur permettre de faire une agriculture qui est intensive. Parce qu'aujourd'hui, quand vous parcourez une forêt qui a été détruite par certains planteurs, qui vont faire du cacao avec un rendement de 200 kg à 300 kg à l'hectare, alors qu'il est possible aujourd'hui d'aller jusqu'à 2 tonnes, et on dit même 3,5 tonnes à l'hectare. Est-ce que vous êtes en train de dire que vous allez, en quelque sorte, légaliser leur présence dans ces forêts, là où ils ne devaient pas être, ces paysans? Non, pas du tout. Nous n'allons pas légaliser cela. Notre politique forestière est très réaliste. C'est-à-dire? Réaliste. Alors, vous avez des populations qui, depuis des dizaines d'années, se sont introduites progressivement dans des forêts, qui ont occupé des sols, qui vivent, donc, qui tirent un revenu de cette occupation illégale. Vous venez du jour au lendemain, vous leur dites de sortir de ces forêts, ils vont aller où? Où est-ce que vous les amenez? Moi, j'allais vous poser la question. Alors, comment est-ce qu'ils ont occupé ces forêts alors que le ministère des Eaux et Forêts, c'est un vieux ministère? On a des agents des Eaux et Forêts un peu partout sur l'ensemble du territoire. C'est sûr de tout le monde, on a fermé les yeux dessus, monsieur le ministre. En ce qui concerne, vous faites bien de parler du nombre d'agents des Eaux et Forêts sur tout l'ensemble du territoire. Nous avons environ 4000 agents, d'accord, y compris ceux de la SODEFOR, environ 4000 agents sur l'ensemble du territoire pour préserver et surveiller nos forêts. Il nous en faudrait 7000. Il nous en faudrait 7000.
Aujourd'hui, avec l'apport des nouvelles technologies, nous pourrons y arriver avec des moyens qu'il faut mettre en œuvre et c'est ce qui nous permettra de préserver plus durablement nos forêts. Ce qu'il y a lieu de constater aujourd'hui, c'est que nos forêts ont été détruites. Certaines forêts ont été occupées illégalement et le sont aujourd'hui. Des populations y vivent et tirent un revenu donc de cette occupation illicite. Qu'est-ce que nous faisons? C'est ça. Nous sommes réalistes. Nous disons que nous n'allons pas chasser du jour au lendemain 100 000 personnes, 200 000 personnes pour les amener où? Nous allons créer d'autres problèmes communautaires autour de ces forêts ou si on devait les envoyer ailleurs, parce qu'il y a une bonne population, une bonne partie de cette population qui n'est pas de Côte d'Ivoire, elle ne va pas retourner dans son pays, cette population-là. Donc nous avons essayé d'émettre une politique qui est réaliste. Donc qui tient compte, cette politique, qui tient compte donc de la réalité du terrain. Et nous disons qu'il ne nous est pas interdit aujourd'hui de créer de nouvelles forêts classées. Monsieur le ministre, quelle est cette politique? Alors la nouvelle politique a cette particularité que justement elle est réaliste, elle est volontaire, elle tient compte donc de nos réalités et elle veut faire en sorte, je dirais, de recouvrer cette partie de forêt que nous avons perdue avec des actions, je dirais, des actions concrètes. D'accord? Alors, ces actions concrètes sont d'abord de faire l'état des lieux de nos forêts, commencer avec les forêts classées avant d'aller sur le domaine rural, parce que les forêts classées appartiennent à l'État, donc c'est un périmètre que nous maîtrisons entièrement et sur lequel nous sommes capables donc d'appliquer une politique qui nous permettra donc de reboiser donc ces forêts. Alors, cette politique forestière est axée sur la pratique de l'agroforesterie. J'en ai parlé un peu plus tôt, je vais en reparler encore. Oui, on va le développer un peu plus tard. Très bien. Mais l'autre constat, c'est que la production de charbon est interdite dans le nord du pays. Mais pour qui prend la route, qui fait le trajet d'Abidjan vers le nord, constate facilement les sacs de charbon qui sont proposés. On se demande bien, qu'est-ce que vous faites pour cela? Alors, nous avons constaté, comme vous, qu'au-dessus du 8e parallèle, donc, il y a, alors que la production de charbon est interdite, il y a la circulation de charbon. Il faut dire que nous avons mis en place un certain nombre je dirais, d'organes pour contrôler un peu cette production illicite de charbon, ce sillage à façon donc, qui détruit nos forêts. Nous avons mis en place une brigade, qui est la brigade de sécurisation et donc de surveillance de nos forêts. Une brigade qui est une brigade, je dirais, répressive. Parce que le constat est là, nous l'avons fait, ce constat, et il faut réagir le plus rapidement possible. Cette brigade a été mise en place depuis le mois de février, avec une action sur l'ensemble du territoire national pour intervenir donc, au niveau de la protection de nos forêts, mais surtout intervenir pour interdire ces actions illicites, aussi bien pour le charbon, donc les autres produits forestiers, mais pour le sillage à façon. Cette brigade est une brigade qui sera armée pour les forêts de 200 éléments, pour l'eau 200 éléments, pour la faune 200 éléments. Donc on aura en fait un bataillon qui est formé aujourd'hui par les forces spéciales, qui a été équipé, armé, qui a été équipé en véhicules et qui a commencé à opérer sur le terrain et pour lesquels, pour les actions qui ont été menées jusqu'à maintenant, nous avons des résultats satisfaisants. Nous allons essayer je dirais, d'intensifier l'action de cette brigade pour que tout le monde comprenne que nous avons l'intention aujourd'hui de renverser la tendance. Voilà. D'accord. Cette émission est interactive et vous pouvez appeler au 22 40 12 58. Régis Kofi enregistre maintenant les premières réactions. Régis Kofi.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. Monsieur le ministre, Monsieur Zawari nous appelle de Bouna. Il m'envoie à vous poser la question de savoir pourquoi rien n'est fait pour le parc de la Comoé qui, selon lui, est surexploité par les orpailleurs clandestins au vu et au su de tous. La forêt ivoirienne est en danger. Monsieur Mounier ne comprend pas comment les agents des eaux et forêts s'organisent pour freiner cette disparition de notre forêt qui avance à grands pas. Peut-être un début de réponse justement à sa question. Un téléspectateur qui a requis l'anonymat nous apprend que les agents des eaux et forêts avaient une prime trimestrielle qui est devenue annuelle et qui est mal gérée. Il pense que cela est source de démotivation. Monsieur Koné Amidou est à Daloa. Il félicite le gouvernement pour la politique de reboisement entamée, mais comment faire pour pérenniser les acquis? Voilà sa préoccupation. Et puis on termine avec cette première vague d'intervention avec la proposition de M. Kwasi Manzan. Il souhaite que le gouvernement confie le reboisement aux populations avec une prime annuelle en contrepartie. 5 réactions. M. Zanri, qui est à Bouna, qu'est-ce qui est fait pour le parc de la Comoé? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une séparation des responsabilités. Les parcs et réserves sont gérés par le ministère de l'Environnement et non par le ministère des Eaux et Forêts, bien que ce soit des agents donc, des Eaux et Forêts qui y travaillent. Mais ce que je pourrais dire par rapport à l'orpaillage clandestin, parce qu'il n'y a pas que dans le parc de la Comoé qu'il y a l'orpaillage clandestin. Nous travaillons aujourd'hui de concert avec le ministère en charge donc, des mines, avec notre brigade, une brigade qu'ils ont mis en place également, et un travail est fait quotidiennement pour interdire donc l'accès au site d'orpaillage clandestin, pour détruire le matériel qui y est entreposé, le matériel qui est utilisé. Des orpailleurs clandestins ont été déjà arrêtés. Donc il y a un travail qui est en cours, qui a commencé depuis quelques années avec la gendarmerie nationale, qui avait commencé ce travail-là. Et aujourd'hui, ce travail est en train de s'intensifier. Pour ce faire, il y a besoin de beaucoup de moyens. Donc les moyens sont dégagés aujourd'hui. Certains moyens sont dégagés, aussi bien de la mobilité que des moyens aujourd'hui en drone et en armement, parce qu'il faut savoir que l'orpaillage clandestin est aujourd'hui une activité qui est, je dirais, dangereuse pour ceux qui veulent l'interdire. Mais aussi, il y a une forte sensibilisation qu'il faut faire auprès de nos populations. Parce que vous savez que pour pas mal de cas, en ce qui concerne l'orpaillage clandestin, cela se fait avec la complicité de certaines de nos populations. La complicité parfois de certains responsables au niveau des villages. Nous avons eu le cas dans la Nawa, nous avons beaucoup de cas comme cela dans Nawa, et nous avons pu constater qu'il y a une sensibilisation énorme à faire au niveau des populations qui pensent que l'appât de ce gain facile est une ressource durable, mais en fait, nous détruisons notre propre patrimoine, nous détruisons la forêt, nous détruisons nos eaux, et cela doit s'arrêter. Mais c'est, je dirais, la responsabilité aussi de chacun. Donc une forte sensibilisation est nécessaire pour pouvoir endiguer et enrayer ce phénomène-là. Il y a un téléspectateur qui garde l'anonymat. Le passage de la prime trimestrielle en prime annuelle n'est-il pas source de démotivation des agents des eaux et forêts? Je ne pense pas. C'est un sujet qui revient depuis quelques mois. Ce n'est pas nouveau. Certains syndicats au sein de notre ministère ont évoqué ce cas, des primes qu'ils voudraient trimestrielles. Pour le moment, elles sont semestrielles, elles ne sont pas annuelles, elles sont semestrielles. Est-ce que la valeur a changé? La valeur a augmenté par rapport aux années précédentes. Mais vous savez que ces primes sont issues, je dirais, du combat que nous menons contre les activités illégales. Donc, c'est comme si on demandait de faire la promotion des activités illégales pour que nous recueillions le maximum de moyens pour le redistribuer au niveau de nos agents. Donc,
je ne comprends pas bien cette préoccupation. Alors justement, pour comment motiver les agents? Voilà, pour moi, comment est-ce qu'ils peuvent être efficaces sur le terrain? Alors déjà, il faut qu'ils changent d'attitude sur le terrain. Nous avons dit à nos agents que nous allions mener une politique de tolérance zéro. Tolérance zéro, ça veut dire qu'il faut travailler avec une conscience professionnelle de rigueur, d'honnêteté, de probité. Nous avons été trop accusés d'être les fossoyeurs de notre propre forêt. Nous avons dû sévir à maintes reprises par rapport à des agents indélicats qui s'étaient prêtés à ou du racket ou des activités illicites. Donc il y a d'abord le changement de mentalité en notre propre sein. Changement de mentalité au niveau de certaines de nos populations. Nous ne pouvons pas être les fossoyeurs de notre propre patrimoine. Alors c'est facile d'accuser les pouvoirs publics. Mais nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive à nos forêts. Nous sommes nous-mêmes responsables de ce qui arrive quand les orpailleurs clandestins nous donnent de l'argent pour pouvoir utiliser nos propres parcelles agricoles pour fossoyer pendant la nuit. Donc je pense qu'il faut arriver à ce que nous tous nous soyons conscients que nous avons un rôle à jouer dans la préservation de notre patrimoine. Finalement, comment se fait l'exploitation forestière en Côte d'Ivoire? Quelle est la réglementation? Alors, il y a une réglementation, bien sûr, forestière qui est de rigueur donc, en Côte d'Ivoire. L'ensemble des superficies à exploiter sont réparties en périmètres, donc périmètres d'exploitation forestière. Ces périmètres sont exploités ou bien par des industries forestières, donc des sociétés qui ont également des industries, ou bien par des groupements d'exploitants forestiers qui, eux, travaillent avec des industries également. Donc, ces périmètres sont répartis sur tout l'ensemble du territoire en dessous du 8e parallèle. Et donc, il y a une réglementation, il y a un cahier de charges que chaque exploitant ou demandeur donc, doit remplir. Et nous avons donc à charge de faire en sorte que le suivi de la mise en œuvre de ce cahier de charges-là soit fait par les attributaires donc, de ces périmètres. Félix Poni? Justement, je voudrais revenir sur la question des prix. Monsieur le ministre, est-ce que cette question ne ressemble pas un peu au serpent qui se mord là, que vous avez dit tantôt que la prime est liée parfois aux saisies, enfin, aux saisies que vous effectuez. Oui. Si l'agent ne perçoit pas la prime, est-ce que vous ne pensez pas que l'agent peut se laisser aller sur le terrain et procéder plutôt par le racket que de saisir un clandestin? Non, moi je pense que nous avons la capacité de donner des primes à nos agents pour le travail qui est fait sur le terrain. Nous avons la possibilité de le faire, mais l'esprit doit changer. Nous devons avoir à cœur de bien faire notre travail dans un premier temps. Nous avons beaucoup d'activités illicites sur l'ensemble du territoire. Sinon, nous n'aurions pas détruit tout ces 80% de notre couvert forestier. Donc, nous avons la capacité de freiner donc, cet état de fait-là, donc de freiner cette déforestation, de freiner ces activités illicites. Mais l'appât du gain ne doit pas être la seule motivation, ne doit pas être la motivation première. La motivation première de l'action de nos agents doit être de préserver notre patrimoine. Question pratique, monsieur le ministre. Quelqu'un qui a un arbre protégé ou un arbre quelconque sur son espace, dans son champ, est-ce que cette personne a l'autorisation d'abattre cet arbre? Non, il ne peut pas l'abattre sans autorisation. Voilà. Il ne peut pas l'abattre. C'est son espace, c'est son champ. C'est son champ, mais pour la préservation de notre couvert forestier, nous avons fait en sorte que pour pouvoir abattre un arbre, le propriétaire donc, du terrain doit avoir une autorisation qui est donnée par le ministère des Eaux et Forêts. Et comment vous vérifiez cela? Très bien. En allant sur le terrain. Ben, sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que c'est le désastre. C'est le désastre, oui, parce que nous n'avions pas beaucoup de moyens aux eaux et forêts. Vous savez, l'année dernière, quand nous avons, grâce au président de la République, pu lancer notre nouvelle politique, nous nous sommes aperçus, le constat a été fait, que les eaux et forêts
les agents des eaux et forêts, au niveau des directions régionales, au niveau des postes forestiers, au niveau des cantonnements, n'avaient aucun moyen de mobilité, n'avaient aucun moyen de protection. C'est bien pour cela que l'année dernière, le président de la République nous a accordé une manne, je dirais, de 4 milliards de francs CFA pour que nous puissions doter nos services du minimum pour que nos agents puissent faire leur travail. De véhicules, de motos, d'armement, de protection. Nous avons pu en un an fournir environ 200 véhicules, 500 motos, 1300 fusils et d'autres moyens de protection, des drones. Cela a produit des résultats? Oui, c'est en train de produire beaucoup de résultats. Déjà, la motivation a changé au niveau des agents des eaux et forêts. Ils se sentent plus considérés parce que nous avons essayé de mettre à leur disposition des moyens de travail. Donc, je pense que la tendance est en train de changer. Oui. Félix? Eh bien, je suis un peu surpris, Monsieur le ministre, d'autant plus que dans tous les départements du Côte d'Ivoire, on trouve des agents des eaux et forêts. Et un arbre qui disparaît, ce n'est pas quelque chose de caché. Et ça fait du bruit. Un arbre qu'on abat, ça fait du bruit, ça interpelle. C'est quelque chose qui disparaît de la nature. Et il y a toujours un préfet dans chaque département, représentant de l'État du Côte d'Ivoire. Est-ce que la réglementation, les lois concernant la préservation de la forêt sont suffisantes pour pouvoir les appliquer et éviter ces abattages? Nous pensons qu'il faut les faire évoluer. Il faut les faire évoluer. Nous avons proposé au gouvernement un nouveau code forestier. Ceci a été approuvé par donc, le Conseil des ministres. Le dossier est maintenant sur la table du bureau de l'Assemblée nationale et nous allons passer très prochainement, si je ne m'abuse, c'est dans quelques jours, dans une dizaine de jours, nous allons passer à l'Assemblée nationale pour faire voter une nouvelle loi sur un nouveau code forestier. Nous y reviendrons voilà, dans la troisième partie. Je voudrais vous inviter à considérer cette image qui fait partie des armoiries de la République de Côte d'Ivoire, l'éléphant, la tête de l'éléphant, qui fait partie des armoiries. Le plus gros mammifère terrestre est une identité importante pour la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, l'éléphant donne son nom aux différentes équipes nationales. Le pays en compte aujourd'hui, je crois, moins de 1000 éléphants. Là aussi, les clignotants sont rouges, Monsieur le ministre. Oui, les clignotants sont très rouges. Je dirais moins de 500 éléphants. C'est alarmant. Voilà, c'est alarmant et nous avons justement déposé au niveau du secrétaire général du gouvernement donc, des textes de loi pour la protection de l'éléphant. Si nous comparons aujourd'hui notre population d'éléphants à nos pays voisins, je prends le Burkina par exemple. Le Botswana en a 200 000. Le Burkina en a 4 000. N'allons pas aussi loin que le Botswana. Le Burkina en a 4 000. Kenya, il y en a 35 000. Nous sommes à 500. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? On vous écoute. Nous devons donc avoir un code, une loi pour la protection de l'éléphant. Ça, c'est une chose. Ensuite, la réglementation, vous le savez bien, concernant le commerce de l'ivoire, aujourd'hui, donc interdit le commerce de l'ivoire. Donc participe de cette façon-là à la protection de l'éléphant. Mais il faut aussi repeupler nos zones. Nous avons à peu près, je dirais, 3 zones principales. Lorsque son habitat est détruit? Nous avons 3 zones aujourd'hui principales de vie pour les éléphants en Côte d'Ivoire. Nous devons faire en sorte de pouvoir créer des aires protégées pour l'éléphant, donc des sanctuaires pour l'éléphant, c'est ce que nous allons faire. Donc nous avons cela, bien sûr, dans nos projets. Il faut pouvoir les faire financer. Nous ne comptons pas uniquement sur le budget de l'État, mais nous allons aller rechercher les financements qu'il faut pour que notre politique forestière et notre politique de protection faunique puisse être mise en œuvre. Donc, ceci, nous en avons conscience et nous sommes à la tâche pour que cela change. À Yamoussoukro, dernièrement, des crocodiles sont sortis de la mare. Où étaient les agents des eaux et forêts? Mais ce que vous devez savoir, c'est que les sapeurs-pompiers ont été donc formés par les eaux et forêts pour pouvoir faire ce travail-là. Les agents des eaux et forêts ne peuvent pas être partout à la fois.
Ils doivent être près des animaux aussi. Les sapeurs, c'est en pleine ville, hein, vous savez, les lacs. Oui, quand on sait que ce lac est peuplé par des crocodiles, on doit faire attention. Mais c'est pour cela qu'en rapport et en collaboration avec les sapeurs-pompiers, donc nous avons fait en sorte qu'ils puissent intervenir au plus près, avant que même que des agents des eaux et forêts puissent être là. Donc l'essentiel, c'est de protéger les populations. Donc nous faisons avec les moyens que nous avons, et la formation des sapeurs-pompiers prend en compte, donc à Yamoussoukro, en tout cas, cet état de fait. Félix? Monsieur le ministre, comme nous parlons de la faune, je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous mangez de la viande de brousse? Non, je n'en mange pas. Parce que vous êtes ministre des Eaux et Forêts? Non, pas du tout. Je n'en mangeais pas déjà avant. Il y a bien longtemps. Je n'arrive pas à bien digérer. L'élément qui est passé tout à l'heure a montré que beaucoup d'espèces animales ont disparu dans nos différentes forêts. Et par contre, ce n'est pas rare que sur les routes, quand vous voyagez, on voit des personnes qui ont la main en main de la viande de brousse en train de vendre partout au bord de nos routes. Là aussi, j'allais demander comment est-ce que ça se fait, la protection de la faune en Côte d'Ivoire. Surtout que la chasse est interdite depuis 1974. Tout à fait, la chasse est interdite. Malheureusement, les braconniers continuent donc d'opérer. Les eaux et forêts sont à la tâche donc pour lutter contre ce fléau-là. Nous n'en parlons pas peut-être assez, mais beaucoup de saisies sont faites. Mais l'image que ça donne, c'est le pompier après la mort, parce que les saisies, c'est lorsque l'animal a été déjà abattu, et donc sur la route que ces saisies se font. On se demande bien, même souvent, quelle est la destination de ces animaux. Alors, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, les eaux et forêts ne sont pas dotées en éléments, je dirais, en agents, en nombre suffisant pour pouvoir faire le travail sur l'ensemble du territoire comme il se devrait. Mais cela va changer, bien sûr. Mais dans la stratégie de lutte contre toutes ces activités illicites, il faut bien commencer quelque part. Donc la répression fait partie d'une des actions que nous menons pour pouvoir freiner donc, ces activités illicites. Monsieur le ministre, tout peut dépendre aussi d'une volonté, parce que la viande de brousse, dans tous les restaurants, ça se trouve, et il y a des réseaux de fournisseurs de viande de brousse dans tous les restaurants. Est-ce que là aussi, il n'est pas possible de rattraper le mal en aval, c'est-à-dire remonter la filière de production C'est ce qui est fait. Toutes les viandes de brousse, je dirais, que vous trouvez dans les restaurants ne viennent pas toutes de la forêt, elles viennent aussi des élevages. Donc, il est possible de faire l'élevage d'espèces fauniques. Voilà, il faut peut-être en faire la promotion. Bien sûr, il faudra changer les habitudes culinaires des consommateurs, mais c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. Ensuite, nous avons l'intention de réouvrir la chasse. Donc, en ce qui concerne la chasse également, nous avons des textes qui sont prêts donc à passer au niveau des lois pour que la chasse soit réouverte. Dans beaucoup de pays, on s'est aperçu que la réglementation de la chasse donc, permet de repeupler les espèces fauniques. Monsieur le ministre, décidément, tout est projet. Qu'est-ce que vous avez comme acquis entre les mains? Alors, tout est projet parce que il n'y a que depuis 2 ans, je dirais, que nous avons vraiment, véritablement pris le problème à bras-le-corps. Vous avez parlé de déforestation, vous avez parlé de perte des espèces fauniques en Côte d'Ivoire, vous avez parlé de tout ça parce que nous n'avons pas, je dirais, pris le taureau par les cornes. Mais le gouvernement, le président de la République et le gouvernement ont pris des engagements au niveau international, mais aussi au niveau national. C'est pour cela que les choses sont en train de changer et elles changeront. Elles changeront. Là, oui. Il y a eu une opération tout récemment de capture de crocodiles à Abidjan. Quels ont été les résultats? Il y a eu plusieurs captures de crocodiles, des crocodiles qui, on va dire, divaguaient ou qui menaçaient certaines populations. Mais il n'y a eu aucune perte en vie humaine, aucun désagrément qui a été réalisé par ces crocodiles. Est-ce que vous en avez pris? Oui, quelques-uns. Ils étaient menaçants. Et ça pose le problème aussi des animaux qui menacent les cultures. On ne veut pas les chasser parce qu'ils sont protégés. La chasse est fermée officiellement. Comment est-ce que vous allez résoudre cet équilibre d'écosystème?
C'est un problème, oui, le problème faune, je dirais, et homme. Nous avons eu beaucoup de cas sur l'ensemble du territoire. Bien sûr, vous l'avez dit, nous ne pouvons pas tuer les animaux. La solution, c'est de créer donc les aires, donc les sanctuaires pour ces animaux-là. La démographie a fait que certains de ces animaux ne retrouvent plus dans l'espace où ils sont leur habitat naturel. Donc il faut le recréer. Donc la politique de création de sanctuaires d'animaux est une des solutions aussi. Et puis aussi la sensibilisation de ces populations, c'est ce qui a été fait dans certaines régions. Donc la sensibilisation de ces populations-là pour faire en sorte que ces animaux ne deviennent plus dangereux. Non seulement pour leur culture. Ils sont, ces animaux, dans la nature, sous la menace des chasseurs et tout, pendant que le zoo est dépeuplé. Oui. Il y a quelque chose à faire. C'est une question qui a valeur de suggestion. Alors, vous faites bien d'en parler. Nous avons l'intention de faire en sorte que déjà le zoo ou les parcs zoologiques fassent partie de notre politique. Nous ne sommes pas là pour décliner toute la politique forestière que nous avons donc élaborée, mais la création de parcs zoologiques fait partie de notre politique forestière, dans toutes les régions. La création de parcs privés aussi, de parcs zoologiques privés, fait partie de notre politique forestière, voilà, de notre nouvelle politique. Monsieur le ministre, je voudrais que vous nous expliquiez un peu la réouverture de la pêche, de la chasse. En quoi est-ce que la réouverture de la chasse va permettre de, j'allais dire, relancer la faune en Côte d'Ivoire, d'autant plus que déjà fermé, on est en train de piller les ressources fauniques. Quand vous allez rouvrir la chasse, ne craignez-vous pas que maintenant ce soit vraiment le vide concret autour de nous? Non, pas du tout. En faisant la réouverture de la chasse, en permettant la réouverture de la chasse, nous ne sommes pas en train de réinventer l'eau chaude. C'est des choses qui ont déjà été faites ailleurs, qui ont porté des résultats. Et c'est pour cela que nous voulons le faire également ici en Côte d'Ivoire. Techniquement, comment cela s'explique? Cela s'explique peut-être par la réglementation de la chasse. Donc la période de chasse est réglementée. Le type, je dirais, d'espèces chassées est également réglementé. Il y a également le paiement de taxes sur la chasse qui permettent donc de financer des activités de préservation de cette faune. Donc ce sont des activités, la réglementation de la chasse permet donc de réguler et réglementer, empêcher le braconnage, par exemple. Donc il n'y a pas besoin d'excès. Et c'est des choses qui ont déjà été réussies ailleurs, il y a des benchmarks, et donc c'est ce que nous avons l'intention de faire ici en Côte d'Ivoire, et je pense que nous sommes capables de réussir. Concrètement, ça veut dire quoi? Oui. Est-ce qu'il y aura une période où nous allons manger de l'agouti, où c'est autorisé de chasser les agoutis, et puis après on fermera la période, et puis après on rouvrira pour les singes? Concrètement, comment ça va se passer? Alors, c'est très technique tout cela. Hein, c'est très technique tout cela. Mais je dirais que j'ai parlé tantôt de l'incitation à la production d'espèces fauniques, donc à l'élevage. Donc vous parlez d'agoutis, vous parlez de singes. De biches. Voilà, il n'y a pas que ça. D'escargots. Voilà, il n'y a pas que ça. La réglementation de la chasse permet donc de rendre certaines activités illicites, de les rendre licites. Voilà, de les rendre licites. Donc nous n'aurons pas besoin, je dirais, d'aller braconner. Dans certaines régions où la chasse sera interdite, elle permettra donc à cette faune de se repeupler à temps. La chasse permettra de réguler donc la population. Vous parliez des crocodiles, il y en a beaucoup trop maintenant. Donc il y a une régulation qu'il faut faire. Donc tout ceci est un ensemble d'actions et d'activités qui permettront donc de repeupler la faune ici en Côte d'Ivoire. Bien. Après avoir fait l'état des lieux, intéressons-nous maintenant aux défis que doit relever le ministère des Eaux et Forêts. Il s'agit entre autres de restaurer 20% du territoire de forêt. Des actions sont également menées pour la protection des animaux.
À 200 km au nord d'Abidjan, dans la région d'Adzopé, se trouve la forêt classée de Mabi, qui résume les défis du ministère. Reportage Astou Touré. Selon une étude du ministère des Eaux et Forêts, la Côte d'Ivoire ne sera plus un pays forestier d'ici 15 ans si rien n'est fait pour freiner la dégradation du couvert forestier. La forêt classée de Mabi, département d'Adzopé, à plus de 200 km d'Abidjan, en est une illustration. Ici, l'on se croirait face à une forêt pleine. À l'intérieur du périmètre, le constat est alarmant. Un cimetière de bois mort. Il y a les forêts de catégorie 1 qui ont un taux de dégradation inférieur à 25%. Les forêts de catégorie 2 qui ont un taux de dégradation qui est compris entre 25 et 75%. Et les forêts de catégorie 3 qui ont un taux de dégradation qui est 7,75%. Nous sommes ici dans la forêt classée de Mabi. Elle a un taux de dégradation de 61%. Ce qui est mené comme activité ici, c'est d'initier donc une concession forestière d'aménagement durable, c'est-à-dire un partenariat public-privé avec un opérateur qui va réhabiliter la forêt. Et dans le cas spécifique donc, de la forêt de Mabi, il y a une entreprise forestière qui bénéficie d'une convention avec l'État ivoirien. Et dans le cadre de l'exécution de cette convention-là, l'entreprise reboise 500 hectares par an. Et pour les forêts de catégorie 3, les populations seront regroupées sur des espaces au sein desquels il sera mis en œuvre l'agroforesterie. Monsieur le ministre, selon nos recherches, le reboisement a commencé en Côte d'Ivoire en 1929, mais pas plus de 500 000 hectares ont été reboisés. La politique n'est pas efficace apparemment. Non, nous pouvons le constater, effectivement, la politique n'est pas efficace. Alors, il y a des raisons à cela. La SODEFOR, qui a été donc créée en 1966, avait pour objectif de participer donc, au reboisement donc, de nos forêts. À un moment donné, il y a eu un manque de moyens donc, alloués à cette entreprise pour pouvoir pérenniser et continuer dans ce reboisement. Le reboisement est allé à une vitesse plus lente que la destruction de la forêt, par, bien sûr, toutes les raisons, pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées. Aujourd'hui, nous devons avoir une nouvelle politique, je dirais, de reboisement. Et nous avons parlé du partenariat public-privé. Nous pensons véritablement que nous ne serons pas capables de reboiser, donc de revenir à 20% de notre couvert forestier, si nous n'avons pas la participation
de nos populations. Quels sont les éléments que vous mettez sur la table pour séduire le privé qui est à la recherche du profit? Comment est-ce que la forêt peut rapporter? Comment est-ce que la forêt peut intéresser le secteur privé? Déjà, en ce qui concerne l'initiative Cacao et Forêt que nous avons donc signée, le secteur privé, donc producteur de chocolat, est intéressé par notre politique de reboisement, est intéressé à participer à cette politique de reboisement. Alors, nous avons l'intention donc de faire en sorte que cette politique de reboisement soit un investissement pour nos partenaires. L'agroforesterie que nous préconisons sur certains espaces, des grands espaces que nous allons donc reboiser, permettra à l'investisseur privé d'avoir des activités agricoles pérennes sur un espace qu'il devra reboiser en même temps. Au bout d'un certain nombre d'années, nous aurons notre forêt reconstituée. L'exploitant, le partenaire privé aura pu exploiter avec une culture pérenne cet espace, donc aura retiré donc un profit sur son investissement et nous sortons de cette opération gagnant-gagnant. Pour le producteur, le petit producteur, pour le paysan, quel est l'intérêt pour le paysan ou bien, je dirais, l'Ivoirien qui voudrait avoir une forêt, quel est son intérêt au niveau de cet investissement-là? De la même façon que nous pouvons tirer un profit d'une plantation d'EVA, nous pouvons tirer également un profit d'une plantation d'arbres forestiers. Donc la foresterie donc, permettra de montrer à tout un chacun qu'il est possible d'obtenir donc un revenu à partir d'un arbre forestier. Vous avez des arbres forestiers qui produisent des plantes médicinales. Vous avez des arbres forestiers qui permettent de récolter donc, des fruits. Vous avez des arbres forestiers qui permettent de récolter des légumes, ainsi de suite. Donc il y a tout cela que nous devons mettre en place pour que la foresterie soit connue de tous. Et nous allons peut-être y venir, mais nous avons l'intention de faire en sorte qu'au niveau de l'éducation, au niveau du système éducatif même, la foresterie soit un programme qui participe donc de la création d'emplois. Il y a un travail à faire pour donner l'amour de la verdure à la population, certainement. Est-ce qu'il y a un travail à faire pour donner l'amour de la verdure? Vous avez parlé d'éducation, par exemple. On voit la population couper un arbre devant sa porte. On voit des municipalités abattre des arbres pour des infrastructures. Est-ce qu'on a la culture de la verdure? Alors, je dirais que la culture de l'arbre, il faut que nous l'inculquons aux plus jeunes. Il faut que nous l'inculquions aux plus jeunes. Nous avons un programme dénommé Une école 5 hectares, donc, qui fait en sorte que chaque école en Côte d'Ivoire puisse planter, que les élèves de cette école-là puissent planter 5 hectares de forêt. Donc c'est un programme qui a déjà démarré. La dernière action que nous avons menée était à le lycée des jeunes filles à Benjerville, où nous avons donc financé les agents des eaux et forêts donc, ont financé le planting d'environ 8 hectares de plantation d'arbres. Et cette plantation d'arbres a été faite par des jeunes filles et également des jeunes garçons pour une autre école. Et nous avons l'intention donc de faire en sorte que dès le plus jeune âge, les élèves, les jeunes apprennent à respecter l'arbre, à avoir une culture de l'arbre. Alors, je vais peut-être dévoiler une idée que nous allons proposer aussi au niveau de l'éducation nationale. C'est faire en sorte que chaque élève ait à planter un arbre chaque année comme condition de passage en classe supérieure. Donc, en dehors du cursus scolaire, nous allons proposer que chaque élève dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, plante un arbre chaque année. Et quel dispositif vous allez mettre en place pour que cet arbre soit surveillé? Parce qu'on a vu beaucoup de reboisements, mais le suivi, comment est-ce qu'on assure le suivi? Mais le suivi sera fait par les élèves eux-mêmes.
Nous l'avons déjà fait à maintes reprises. Mais quand il s'agira d'être dans des espaces ruraux, nous ferons en sorte que ce suivi-là soit fait par les populations elles-mêmes. Et je pense que de cette façon-là, c'est des choses qui ont été faites ailleurs. Je pense que de cette façon-là, nous pourrons inculquer la culture de l'arbre dès le plus jeune âge à nos enfants. Mais je dois dire qu'ils sont peut-être plus conscients que nous de l'intérêt qu'il y a à apporter à l'environnement. Ils sont plus conscients que nous de l'amour qu'il faut apporter à l'arbre. C'est ce que nous avons pu constater aujourd'hui. Et je pense que nous sommes sur une bonne tendance et nous devons faire en sorte que nos enfants, nos petits frères, nos enfants aient une attitude différente de ce que nous avons eu, de celle que nous avons eue, nous, jusqu'à maintenant. Félix? J'allais demander, Monsieur le ministre, quel reboisement face à une pression démographique énorme qui, quand même, participe de façon croissante à la déforestation dans nos pays? Je ne crois pas que la démographie aujourd'hui en Côte d'Ivoire soit aussi menaçante qu'on le pense pour la forêt. Je l'ai dit tantôt, nous avons encore beaucoup de superficies qui ne sont pas plantées. C'est une question de volonté. C'est une question de décision. C'est une question de, je dirais, de leadership. Et je pense que le ton a été donné par le président de la République. L'année dernière, déjà, le fait qu'au niveau du Conseil présidentiel, quand cette politique a été présentée, qui cadrait, donc qui mettait sur papier les idées et les objectifs qu'il voulait atteindre, quand cette politique a été présentée et que le président de la République a donné le ton en accordant une subvention exceptionnelle au ministère des Eaux et Forêts pour pouvoir engager donc les actions pour la mise en œuvre de cette politique, je pense que le ton est donné au sommet de l'État. Monsieur le ministre, on parle de reboisement, mais il y a la question de façon globale de la verdure, même dans le district d'Abidjan, les élus locaux qui ont des communes où la verdure a totalement disparu. Moi, je suis un fils des 220 logements. La verdure a disparu totalement au milieu de la cité des 220 logements. On a un espace comme le stade Inch'Allah, ça s'appelle bien un stade Inch'Allah, où il n'y a plus de verdure. Les exemples sont légion. On a même des élus qui coupent les arbres de la ville d'Abidjan, alors qu'on a un ministre quand même des Eaux et Forêts également qui est là. Est-ce que vous êtes arrivé d'interpeller des élus par rapport à la destruction, j'allais dire, de la verdure, même dans la ville? Oui, nous sommes intervenus par rapport à cela, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'espoir. Tout n'est pas gris. Aujourd'hui, en ce qui concerne le reboisement dans nos villes, le reboisement de nos forêts. Beaucoup de maires, aujourd'hui, nous ont approchés pour libérer des espaces au niveau de leur commune pour créer des forêts urbaines. Donc, c'est une politique aussi que nous mettons donc, en place. Nous avons écrit donc, aux communes, à l'UVIC aussi, et aussi à l'ARDCI, donc pour les régions, pour que chaque commune puisse mettre à notre disposition des espaces donc, pour créer des forêts urbaines. Donc, beaucoup de communes ont déjà répondu. La difficulté, ce sera peut-être d'être capable de produire les plans qu'il faudra pour ce reboisement, pour la création de ces forêts urbaines. Mais je crois que la volonté y est déjà. Le mouvement est déjà engagé. Beaucoup de maires nous appellent pour créer donc, des forêts urbaines. Nous avons un grand projet de forêt urbaine au niveau de Yamoussoukro. Vous savez que le président Houphouët-Boigny avait prévu un espace de 220 hectares pour créer une forêt urbaine à Yamoussoukro. Le projet est prêt. Nous avons donc déjà élaboré ce projet. Nous sommes en phase de recherche de financement de ce projet et nous l'avons proposé déjà à des bailleurs de fonds pour qu'au sein de la ville de Yamoussoukro même, qui est la capitale de notre pays, nous ayons une forêt urbaine de 220 hectares en pleine ville. Monsieur Alain Richard Dombaï, je rappelle que vous êtes ministre des Eaux et Forêts. On a parlé beaucoup de forêts, on a parlé de faune, des animaux. On va parler un peu des eaux. Quelles sont les dispositions que
vous prenez pour éviter ce qu'on a pu constater l'année dernière, la pénurie au centre, à Bouaké par exemple, et puis dans le nord du pays? Alors, ce qu'il faut reconnaître, c'est que, et vous l'avez dit dans votre introduction, le secteur des eaux n'était pas, je dirais, nous ne pensions pas peut-être qu'il était important. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays où il n'y a aucun problème hydrique, aucun problème de pluviométrie, il y a abondance de bassins, abondance de fleuves. Donc, problème de gestion d'eau? Oui, problème de gestion de la ressource en eau. Problème peut-être de prévision de la gestion de la ressource en eau. Au sein du ministère des Eaux et Forêts, nous avons mis en place une nouvelle direction générale, qui est la direction générale des ressources en eau. Cela n'existait pas auparavant. C'est pour dire que nous avons pris la mesure de l'importance donc de la gestion des ressources en eau. Mais cette gestion a besoin d'être faite de façon transsectorielle. D'accord? Elle a besoin d'être faite de façon intégrée. Voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place avec un code de l'eau qui va être révisé aujourd'hui, une politique, je dirais, une politique de l'eau, une politique nationale de l'eau qui va être élaborée, parce que nous avons parlé de la politique nationale pour les forêts, mais nous allons élaborer également une politique nationale pour l'eau. Et je pense qu'avec cela, nous allons décliner donc, toutes les actions qui permettront d'avoir une gestion intégrée des ressources en eau, qui nous permettra, donc, cette gestion-là, de faire face donc, à tous ces phénomènes climatiques aujourd'hui, d'inondation, mais aussi de pénurie que l'on peut avoir. Sans oublier également aussi les orpailleurs clandestins qui quand même également aussi détruisent les ressources en eau. Bien sûr, je vous l'ai dit, nous sommes à la tâche pour combattre donc, ce phénomène en collaboration avec le ministère des Mines. Et les actions sur le terrain sont fortes, des résultats sont visibles. Et nous allons accentuer, je dirais, et renforcer la lutte contre l'orpaillage clandestin, mais de cette façon aussi, il faut pouvoir faire en sorte que l'activité d'orpaillage puisse être licite et non illicite. Donc, sensibiliser nos populations, faire en sorte que l'orpaillage traditionnel ou, je dirais, non industriel puisse être réglementé, puisse être surveillé, parce que nous avons des ressources minières qu'il faut pouvoir exploiter, mais les exploiter de façon durable. On le sait, l'ambition du ministère des Eaux et Forêts est de reconstituer le couvert forestier, de faire en sorte d'avoir une eau saine pour la consommation. Deux préoccupations dont les solutions sont expérimentées dans le bassin de la lagune d'Adjien et la mise en place de la pépinière d'Anyama. Sita Soro a sillonné ces différents sites. Reportage. Eau usée et déchets issus d'une porcherie directement déversée dans la lagune. Un exemple de pollution du plan d'eau du bassin de la lagune Adjien. En plus de la porcherie, plusieurs actions de pollution sont menées dans ce bassin. Il y a beaucoup d'activités autour du bassin. On prend depuis l'agriculture, la pêche, on prend les activités ménagères domestiques et surtout les eaux de drainage des différentes communes. Quand vous prenez Abobo, vous prenez le quartier Belleville, tout ça, vraiment vous pouvez imaginer les types d'eau qui arrivent dans le réservoir. Une eau en quantité suffisante qui aurait pu desservir la ville d'Abidjan, mais dont la qualité fait défaut. Le ministère des Eaux et Forêts voudrait faire de cette lagune le futur point de ravitaillement en eau potable de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Les mesures sont menées par le ministère en termes de protection et aussi cela est nécessaire au niveau des autres ministères qui sont des usagers, notamment tout ce qui est lotissement qui continue. Vraiment, ça c'est un problème. Au niveau de l'assainissement, les types d'eau qui arrivent, la qualité n'est pas du tout de nature à accepter ce type d'aide. Ça nécessite aussi un traitement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'actions qui doivent être menées au niveau des autres ministères pour pouvoir préserver la qualité de cette eau et en faire vraiment un potentiel. Recouvrer le couvert forestier ivoirien par le reboisement est l'un des défis du gouvernement.
À Agnaman, sur une superficie d'1 hectare, sont disposées 21 000 pépinières d'essence. L'une des instructions qui nous a été donnée par le ministre, c'est de pouvoir créer des pépinières un peu partout sur l'ensemble du territoire de la direction régionale en vue de mettre à la disposition des populations des plans de qualité pour le reboisement, pour la reconstitution de nos forêts. 6 mois minimum, c'est l'âge qu'il faut à ces plans pour la réparation du couvert forestier dont le besoin s'élève à 20%. Les essences qu'on a produites ici iront pour l'enrichissement de certaines forêts, pour la reconstruction de certaines forêts. Certaines iront pour la création de reboisement à vocation bois-énergie, parce qu'on a eu à produire des acacias mongium. Certaines iront pour des plans d'ombrage et d'embellissement dans certains établissements primaires, dans les écoles, dans des lycées, dans des universités. Et puis aussi d'autres iront pour l'embellissement de certains villages, pour l'embellissement de certaines artères sur l'ensemble du territoire de la direction régionale d'Abidjan. L'agroforesterie et l'initiative Cacao Forêt sont autant d'actions qui permettront les années à venir, en plus de régler le problème de la déforestation, de créer de l'emploi. Le ministère a également mis en place une brigade spéciale de surveillance et d'intervention. Cette brigade a pour mission la surveillance, la dissuasion et l'intervention contre les formes de criminalité affectant la forêt, la faune et les ressources en eau. Voilà, nous sommes dans la dernière articulation de cette émission, c'est-à-dire les perspectives et au nombre des actions que vous aurez à poser. Vous avez le code forestier qui a été adopté en Conseil des ministres en 2018. Qu'est-ce que ce code va apporter véritablement à la question de la forêt en Côte d'Ivoire? Le code forestier a été adopté en 2019. 2019. En 2019. Oui, par le gouvernement, ok. Voilà, en 2019. Ce code forestier est adapté à notre nouvelle politique. Donc je vous ai dit qu'il y avait l'introduction de nouvelles notions, telles que la propriété de l'arbre, donc des notions telles que la simplification des notions et des catégorisations des forêts, la notion d'agroforesterie, donc de classification d'agroforêts, des agroforêts classées et tout cela. Donc c'est ces nouvelles notions qui sont incluses dans le code forestier, mais aussi nous avons essayé de corser un peu la législation dans ce code forestier-là, parce que nous avons remarqué que, je dirais, la répression, ou les sanctions plutôt, n'étaient pas assez coercitives, n'étaient pas assez dissuasives. Donc nous avons voulu que ce code-là se rattrape à ce niveau-là pour que nous puissions lutter efficacement donc, contre la déforestation. D'accord, nous allons rejoindre Régis Kofi qui est au 22 42 58 pour les dernières interventions des téléspectateurs qui nous suivent. Régis Kofi. Les téléspectateurs sont restés sur les forêts. Monsieur Kouadio pose la question de savoir, est-ce que la population a été informée à l'agroforesterie? Les populations de la zone Sodefort-Mopri à Tiasalé ont été déguerpies et interdites d'accès au site sans être informées, dit-il. Monsieur Kofi Kwaku nous apprend que dans certaines forêts classées aujourd'hui, il y a des écoles et des dispensaires. Comment l'État va s'y prendre pour déplacer ces bâtiments et reconstituer toute l'organisation qui existe dans ces endroits-là? Monsieur Zo-Victor nous apprend également que la réserve du Mont-Bas a été occupée récemment, illégalement également, lors de la crise en Côte d'Ivoire. Que fait l'État dans l'urgence, puisque cela est source de conflit? Pour monsieur Dagrou, il y a également urgence. Il souhaite que le déguerpissement des populations vivant dans les forêts classées se fasse assez rapidement. 3 préoccupations. Si on veut résumer les 2 dernières, le déguerpissement des populations des forêts classées, où on trouve des écoles, on trouve vraiment une population qui est totalement installée, intégrée, qui est en phase avec la forêt. Tout à fait. C'est tout l'intérêt de la classification que nous faisons au niveau des forêts. Nous avons 3 classifications au niveau des forêts classées. Celles qui sont conservées à 75%, celles qui sont, je dirais, détruites entre
25 et 75%, et celles qui sont détruites à plus de 75%. Donc cette classification-là va nous permettre de réserver donc des espaces où les communautés pourront pratiquer l'agroforesterie et pourront demeurer dans ces espaces-là, mais sous certaines conditions. Sous certaines conditions. Et c'est dans ces espaces-là que l'on pourra retrouver des écoles, des centres de santé, ainsi de suite. Et tout cela est contenu dans le code forestier? Oui, dans le code et dans la politique d'abord. Et le code va s'y conformer. Voilà. Le code va permettre je dirais, de réaliser des conventions, non seulement avec les communautés, mais aussi avec les entreprises. Mais avec les communautés, des conventions seront donc créées qui permettront justement, étant donné que ce sera sur un espace classé, donc appartenant à l'État, ces populations-là ne pourront pas revendre les terres, on n'aura pas les problèmes fonciers que l'on connaît dans le domaine rural. Donc ça va nous permettre je dirais, de créer un modèle qui pourra être ensuite répété dans le domaine rural. Mais je pense qu'il faut être confiant que cela est possible de le faire. Nous allons le faire de façon progressive. Nous allons faire en sorte de réussir notre premier, je dirais, centre pilote, de manière à ce que tout le monde soit convaincu que c'est quelque chose qui n'est pas une utopie. C'est tout à fait possible et nous allons pouvoir le faire. Félix? Monsieur le ministre, comme nous sommes dans la perspective, la question de la colonisation de la forêt est revenue tout à l'heure dans l'intervention de monsieur. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Évidemment, Adama vient de poser la question, mais je repose la question autrement. Avec cette forte pression démographique dans les zones forestières, pensez-vous que la politique que vous envisagez actuellement ne ressemble vraiment pas à de l'utopie? Non, je ne pense pas. C'est quelque chose qui est tout à fait possible et beaucoup de nos populations ont déjà compris cela. Vous savez que les forêts ont été occupées illégalement, mais ces populations, très souvent, savent qu'elles occupent ces forêts illégalement. Très souvent, elles sont venues de l'extérieur. Ce ne sont pas les populations autochtones ou locales, je dirais, qui, elles, ont essayé de protéger la forêt, qui occupent ces forêts-là. Donc, nous avons déjà fait pas mal de sensibilisation et nous allons continuer de faire la sensibilisation. La SODEFOR est en phase de sensibilisation et de déguerpissement. Après une première phase, je dirais, de cartographie. Et il faut être aussi, à un moment donné, ferme. Nous ne pourrons pas nous plaindre d'avoir détruit notre forêt. Nous ne pourrons pas nous plaindre de n'avoir que 20% de notre couvert forestier que nous avons pu seulement préserver et en même temps être laxiste sur l'occupation illégale de nos forêts. Donc, à un moment donné, il faut s'arrêter. À un moment donné, il faut que tout le monde soit sérieux, tout le monde soit conscient que nous avons tous à charge de préserver notre patrimoine. Et je pense que l'État doit être celui qui montre la direction, qui montre le chemin et qui applique la politique qui s'est donnée. Tout au long de cette émission, vous avez parlé de moyens humains. Vous avez même dit qu'il nous faudra au moins 7000 hommes en termes d'agents des eaux et forêts. Monsieur le ministre, la politique de création d'emplois également aussi est une des priorités du gouvernement en place. Est-ce qu'il y a des recrutements en vue pour renforcer les moyens humains afin de pouvoir mener cette politique que vous voulez mettre en œuvre? Alors, cette politique, évidemment, nous ne pourrons pas augmenter la masse salariale de l'État indéfiniment. Donc, nous avons opté pour, encore une fois, le partenariat public-privé. Dans les régions, nous allons proposer, et je suis président de région bien placé pour le dire, nous allons proposer dans les régions à la formation des jeunes et des femmes, à la production de plants. Nous avons besoin de retrouver notre couvert forestier. Nous avons calculé qu'il nous faut environ 45 millions de plants pour retrouver ce couvert forestier. Est-ce que nous sommes capables, nous, au niveau du ministère des Eaux et Forêts, au niveau de la SODEFOR, de produire ces plants? Non, nous ne sommes pas capables de produire tous ces plants. Nous allons devoir le faire avec l'aide des populations. Nous allons faire en sorte que des nouveaux entrepreneurs, nouveaux agriculteurs naissent dans nos régions, soient des producteurs de plants forestiers. Et ces plants forestiers-là seront certifiés par le ministère des Eaux et Forêts et permettront donc
non seulement de reforester nos zones, mais aussi de donner du travail à nos jeunes. Donc c'est une économie qui est tout à fait circulaire que nous voulons mettre en place. Nous abordons une question qui est très fondamentale, la question de la forêt affectée, également une question de l'humanité dans l'avenir. Mais j'ai l'impression, M. le ministre, à vous écouter, que les eaux et forêts, ce n'est pas une grosse priorité au gouvernement. Quel est votre poids? Quel est votre poids? Alors, le poids, si on veut parler de poids budgétaire, il est très faible. Okay. Au niveau du budget de l'État, nous représentons 0,2%. Ce qui donne également le poids. D'accord, 0,2%. En termes de poids, de vision politique, d'orientation également, ça doit être également un indicateur. Non, je pense que le travail que nous avons à faire, c'est rechercher les moyens où ils se trouvent. C'est être capable d'imaginer la façon dont nous pouvons financer notre action. Et il n'y a pas que le budget de l'État qui permet de financer notre action. J'ai parlé de partenariat public-privé. Nous voulons faire en sorte que les populations, les investisseurs comprennent que la forêt est un outil d'investissement aussi. Nous voulons faire en sorte que les populations investissent dans la forêt, mais les entreprises investissent dans la forêt également. Que répondez-vous à ceux qui penseraient que le 10 ans, c'est un effet de mode, partenariat public-privé, même dans la forêt? Qu'est-ce que vous répondrez? Non, ce n'est pas un effet de mode. Ce serait trop facile de dire que c'est un effet de mode. C'est une réalité. Oui. Parce que nous voulons faire en sorte que nous menons des actions qui permettent à chacun de sortir gagnant de cette opération. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, les 60% du verger cacaoyer ont plus de 25 ans, donc pratiquement au terme du cycle de vie, il faut rajeunir. Vous avez parlé d'agroforesterie. Votre ministère, on le sait, travaille avec d'autres départements ministériels. Au niveau du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, on parle de l'agriculture amie de la forêt. Est-ce que ce sont des concepts qui se rejoignent? Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser ces planteurs-là qui doivent rajeunir leur verger? Mais justement, la sensibilisation est une grosse priorité au niveau de notre politique. Parce que l'agroforesterie n'était pas, je dirais, produite partout en Côte d'Ivoire. Nous avions une activité agricole extensive. Donc l'agroforesterie, c'est quelque chose de nouveau. Il faut sensibiliser, il faut que le ministère de l'Agriculture et le ministère des Eaux et Forêts travaillent ensemble pour que les nouveaux agriculteurs deviennent je dirais, des agriculteurs modernes. Voilà. Il ne faudrait pas que nous fassions de l'agriculture de subsistance. Nous faisons de l'agriculture pour obtenir un revenu, pour augmenter la richesse de nos populations. À partir de ce moment-là, l'agriculteur doit avoir une autre attitude, doit avoir de nouveaux modes de comportement. Voilà. Et c'est ce que nous voulons faire en sorte de réussir avec donc, les départements ministériels qui ont à charge l'agriculture, ceux comme nous qui avons à charge la forêt, mais d'autres départements ministériels qui ont à charge l'environnement, la salubrité, ainsi de suite, l'hydraulique. Voilà. Nous voulons travailler de façon concertée pour que nous réussissions à mettre en œuvre notre politique, mais surtout à atteindre nos objectifs. Justement, cette partition des différents départements ministériels, est-ce que cela ne participe pas également aussi à la difficulté à résoudre ces problèmes comme celui de la forêt, le fait d'avoir l'environnement à part, l'agriculture à part et maintenant les eaux et forêts à part, alors qu'on aurait pu concevoir une politique, j'allais dire, cohérente pour résoudre en même temps le problème de l'environnement, de l'agriculture, mais également de la forêt et de la faune? Je dois dire que le gouvernement est une entité unique et indivisible. Nous devons apprendre à travailler ensemble. Est-ce le cas? Voilà. Oui, dans notre département, en tout cas, nous n'avons aucun problème avec les départements qui gèrent l'agriculture, l'environnement, l'hydraulique, la salubrité. Nous n'avons aucun problème. Dernière question, Monsieur le ministre, dont la réponse vous servira en même temps de conclusion. Vous initiez l'idée d'une observation indépendante dans votre département ministériel à travers un indice de gouvernance. De quoi s'agit-il exactement? Vous voulez noter vos actions? Quel est le but que vous visez? Conclusion en même temps. Vous savez,
nous avons été tellement décriés, et nous en avons parlé pendant 1 heure ici. Les actions de ce ministère-là ont besoin d'être visibles aujourd'hui et demain. Et pour cela, nous voulons prouver notre bonne foi. L'indice de gouvernance va permettre à tout un chacun de se rendre compte de ce qui se fait au niveau du ministère des Eaux et Forêts, les résultats que nous avons, les actions qui sont menées. Et cet indice de gouvernance va nous permettre aussi d'être crédibles vis-à-vis de ceux que nous voulons attirer pour l'investissement dans le secteur. Donc l'indice de gouvernance est en cours d'élaboration. Nous sommes très avancés. Nous avons l'intention de faire en sorte que nous puissions être notés tous les 2 ans. Et en plus de cela, nous avons l'observation indépendante qui fait partie aussi de notre politique. L'observation indépendante, c'est de permettre à des organismes indépendants, à la société civile, à des ONG indépendantes, de venir faire le diagnostic, l'évaluation de ce que nous avons dit vouloir faire, de faire l'évaluation de ce qui se fait et surtout de nous critiquer de façon constructive. Parce que nous voulons réussir. Nous avons l'intention de réussir, nous voulons réussir et nous voulons faire en sorte que la confiance et la transparence soient de mise dans notre département. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce plateau à l'ombre des grands arbres de la forêt ivoirienne. Merci au ministre Alain Richard Donvaï d'avoir répondu à nos questions et à vos préoccupations, en souhaitant que cette émission contribuera à planter dans le cœur de chacun l'amour pour la verdure. Je vous souhaite une très bonne fête de Ramadan. À bientôt, mais n'oubliez pas surtout, restez sur la chaîne qui rassemble.